Voilà, donc pour continuer sur ce thème dessin et cinéma, sur la perméabilité entre les deux domaines, je vais donc tenter de limiter le temps de parole de Vincent sans le censurer, parce qu'il y a une densité importante de ses propos. Entre autres parce que pour un certain nombre d'entre nous, alors peut-être dans la salle pour ceux qui le connaissent et pour les autres qui travaillent avec lui, il y avait une évidence à inviter Vincent à parler cet après-midi qui tient à son travail, parce qu'il pourrait être une sorte de dictracie du lien entre le dessin et le cinéma. Et puis qu'il a, on pourrait dire, trois qualités et donc trois domaines de compétences qui vont en fait lui permettre de décliner son exposé. Donc il est à la fois chercheur en sémiologie de l'image, donc il va exposer un petit état assez rapide. On va surtout lancer des pistes de réflexion, puisqu'on a une heure, tout petit peu plus d'une heure, qu'on voudrait garder un temps d'échange. Ça risque d'être un petit peu frustrant parce que, en principe, je pense qu'il y aura des demandes importantes. Donc, son premier domaine, c'est effectivement la recherche. Il est aussi enseignant de cinéma dans le secondaire. Donc, il prépare des élèves à l'épreuve optionnelle du bac en cinéma. Et d'autre part, il est un praticien du cinéma parce qu'il est aussi réalisateur et qu'il a actuellement deux films à son actif et deux films qui sont quasiment déjà dans la casserole en train de rissoler. Donc je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de dessin et de cinéma. Merci Yvan. Alors oui, comme j'ai essayé de centrer mon travail de réflexion autour de la liaison dessin et cinéma à partir de mon expérience personnelle et de mes propres travaux de recherche, en une heure, je ne peux lancer que quelques pistes. En fait, c'est une forme d'essai sur quelques rencontres, et plus particulièrement les rencontres que je vais envisager, parce qu'il faut choisir une focale. Et donc j'ai choisi une focale que je connais un peu mieux, qui est la relation entre bande dessinée et cinéma. Mais pas que, hein, je parlerai aussi d'autres formes de dessin. Et je vais essayer de vous montrer beaucoup d'images et beaucoup d'extraits, en essayant aussi de nourrir une réflexion sur les formes et les enjeux un peu d'un dialogue qu'on peut appeler un dialogue intermédial entre la bande dessinée et le cinéma. Et en éclairant par des exemples qui sont un peu des angles morts ou des exemples un peu surprenants. Je vais essayer d'aller dans des sentiers qui sont moins connus, même si ça ne sera pas tout le temps le cas, pour essayer de réfléchir ensemble à partir de cette entre-appartenance entre bande dessinée et cinéma. Et le premier axe de réflexion, c'était de vous proposer une sorte de petit état des lieux de la réflexion de certains chercheurs concernant les adaptations, les emprunts entre bande dessinée et cinéma, comment se construit ce dialogue entre ces deux médiums. Et en réfléchissant un petit peu, et à partir du travaux d'un chercheur qui s'appelle Lance Rickman, cette histoire de convergence, elle s'inscrit dès l'origine du cinéma. Et je voudrais commencer par une petite vidéo que vous connaissez tous, et qui va permettre d'asseoir mon propos sur cette première partie. Donc, il s'agit du fameux film des Frères Lumière, hein, L'arroseur arrosé, qui a été montré au public en 1895. Ce film-là reprend un gag récurrent, hein, où un petit plaisantin va mettre son pied effectivement sur le tuyau d'arrosage, et puis le jardinier va voir qu'il y a un problème, il met le tuyau devant son visage et il lâche le pied et puis l'eau part. Donc il est aspergé. Voilà, donc c'est ce petit extrait pour vous dire que
hop, je reprends le fil du... j'ai un peu de manipulation. Hop. Pour vous dire que donc, ce chercheur, Lance Rickman, en fait, il explique que si le cinéma reprend ce gag, c'est que ce gag, il existe déjà dans des récits dessinés, dans la bande dessinée. Et il y a beaucoup de créateurs, bien avant les Frères Lumière, qui ont dessiné ce gag et qui va, en quelque sorte, et c'est la thèse qu'il développe, il dit ceci, il dit que la familiarité des lecteurs de bande dessinée ou de ces récits dessinés, avec des techniques qui lui sont particulières, que je vais développer tout de suite, aurait créé un public pour le cinéma avant que celui-ci n'existe. Donc je vais vous montrer quelques images. Uzès, en 1885, donc 10 ans avant les Frères Lumière, dessine ce gag dans Le Chat Noir, et ça se décline selon différents dessinateurs. Alors là, vous pouvez voir en 1887 Sorel dans la caricature qui dessine en 4 vignettes exactement le même gag. Il le décompose pour représenter l'espace. Et grâce aux relations entre les éléments graphiques dans les cases, l'usage de points de vue parfois différents dans certaines planches que je vais vous montrer, tout ça, ça permet d'asseoir déjà un langage. Et il y a aussi toute une réflexion qui s'amorce entre les cases, qui est une réflexion sur le temps, sur la notion d'ellipse, et qui déjà pose tous les enjeux de cette relation entre bande dessinée et cinéma. Donc Christophe en 1889, après Hermann Vogel dans l'imagerie artistique de la Maison Quentin en 1887, des Américains, Rudolf Dirks, l'auteur des Castleman's Kid en 1900, Au Gallo aussi dans une chromolithographie sur verre vers 1900, reprend exactement le même gag. Winsor McCay, je vais en parler tout de suite, l'utilise dans Dreams of the Rabbit Friends, dans le New York Herald en 1913. Et puis on peut le décliner comme ça dans toute l'histoire de la bande dessinée, jusqu'à Mickey par exemple en 1935 ici. Donc là, voilà, il y a déjà, dès l'origine de l'histoire du cinéma, un lien qui s'est établi entre ces deux façons de voir un petit peu le monde et de se représenter ce même gag. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'est que là aussi, dans cette relation de convergence dès le début de l'histoire du cinéma et de la bande dessinée, il y a une convergence très étroite qui se noue à partir du travail d'un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Winsor McCay, qui est d'origine écossaise et qui a migré aux États-Unis au début du XXe siècle et qui a travaillé pour les grands quotidiens américains. Il devait publier une page dans le supplément dominical, par exemple, du New York Herald Tribune, par exemple, en 1905. Et ça raconte l'histoire oui, vous la voyez bien, de Little Nemo. Et ça se compose toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'au début de la première case, vous avez un petit garçon qui s'endort dans son lit et qui va partir dans le monde des rêves. Et au final, dans la dernière case, il se réveille. Alors soit en sursaut dans son lit parce qu'il a fait un cauchemar, soit parce qu'il est tombé de son lit. Et moi, ce qui m'intéressait, et dans le travail de Winsor McCay, c'est que ces dessinateurs, influencés déjà par les photographies de Muybridge, par tout un tas de circulations artistiques qui existaient déjà, va faire de son dessin ce que les chercheurs ont appelé un dessin moteur, un dessin presque animé. Et du coup, ça va être un des pionniers aussi du cinéma d'animation. Je vais vous en montrer des extraits tout à l'heure. Regardez par exemple le lit qui va sortir ici de la pièce avec les jambes du lit, les pieds du lit là, qui s'allongent, le lit qui se cabre, le lit qui va toucher le clocher d'un bâtiment, et au final, il y a un mouvement du petit garçon qui va tomber dans la toute dernière vignette. Il tombe de son lit, voilà, il y a un mouvement ici plutôt vertical. Et donc, dans ce travail-là, il y a vraiment déjà une réflexion sur le mouvement qui est engagée par Winsor McCay. Et cette réflexion sur le mouvement, ce que disent les chercheurs, elle s'inscrit dans des recherches déjà de premiers... c'est un des pionniers du film d'animation. Alors, par exemple, je vais vous montrer un petit extrait ici d'animation carrément de ces personnages qu'il a expérimenté en les faisant apparaître dans l'image. Donc là, vous avez le personnage du clown qui est en fait celui qui va amener Little Nemo dans le monde des rêves, qui ici est animé. Mais surtout, vous avez une expérimentation
donc ça c'est une expérimentation qu'il fait dans son atelier, et puis une projection publique d'un film que vous connaissez peut-être, mais il n'est pas forcément très connu, parce que le travail de Winsor McCay, à tort, hein, est peu reconnu. Donc là, moi je vous renvoie aux travaux de Thierry Smoldoren dans Naissance au pluriel, hein, de la bande dessinée, où il évoque vraiment son travail. Et il a notamment animé un dinosaure, donc Gertie le dinosaure, 1914 ici, et il l'a mis en scène et il l'a montré à un public, et on voit dans cet extrait que je vous montre ici la relation du public avec ce film d'animation et comment Winsor McCay s'y est pris pour créer ce petit film d'animation. Alors je vais aller un peu plus loin dans le film pour vous montrer ça. Voilà, donc là il est attablé et puis il dessine le dinosaure sur un écran. On pourrait voir ici l'écran du cinéma. Et voilà ce que ça donne. Et il fait usage par intermittence avec le dessin animé, donc c'est juste des petits mouvements de carton, comme une sorte de dialogue entre déjà ce que propose la bande dessinée, c'est-à-dire l'écrit et l'image. Je vous laisse découvrir un petit peu les images pour ceux qui ne les connaissent pas. Vous voyez donc l'insertion de carton. Voilà. Donc il y a effectivement des points de convergence extrêmement étroits qui s'opèrent dès l'origine du cinéma, comme si la bande dessinée avait préparé l'essor du cinéma. En tout cas, il y a une circulation intermédiatique. La thèse de Rickman semble assez convaincante. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un petit peu explorer les propriétés formelles. Oui. 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 Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, non, mais tout à fait. Après, je vous renvoie aux travaux de Thierry Smoldoren, si vous voulez. Alors là, je ne peux pas rentrer en profondeur parce que j'ai peu de temps, mais le travail de Winsor McCay est époustouflant. Oui. Il y a des éléments qui ont été colorisés par la suite sur l'extrait, pardon, sur l'extrait que je vous présentais. Oui, effectivement. Oui, pardon. Mais les planches de bande dessinée sont en couleur, hein, pas de souci. Donc là, je vous demandais d'explorer les propriétés formelles de la bande dessinée du cinéma dans une piste de recherche qui peut paraître plus féconde, et de voir un peu quelles sont les influences respectives de la bande dessinée du cinéma, et notamment ses portées et ses limites. Parmi ces éléments, je me base sur les travaux de Pascal Lefebvre dans The Problematic Adaptation of Drone, où il explique que les différences primordiales entre une bande dessinée et un film concernent notamment la forme matérielle des images et les aspects sociaux de sa réception. Concrètement, pour lui, un film demande plus de temps, de financement, de logistique qu'une bande dessinée. C'est sûr qu'armé d'un crayon, on peut inventer tout un univers, alors que pour créer tout un univers, quand on pense par exemple à l'univers de Valérian, l'adaptation de Luc Besson d'une bande dessinée de Mézières, il y a une différence de moyens colossale, forcément. Donc l'expérience du dessinateur est plutôt solitaire, et l'expérience du cinéaste, on l'avait expliqué avec Mathieu Sapin, est plutôt une expérience collective quand il est réalisateur et chef d'orchestre. Alors, la question ici de la transposition des médias pose 4 problèmes clés des 2 médias selon Lefebvre. Ces 4 problèmes clés sont le choix de l'adaptation. Alors, il y a pléthore de références en termes d'adaptation dans le monde du cinéma, que ça soit
des adaptations de comics, les blockbusters américains, que ce soit des adaptations de romans graphiques européens. Je pense notamment, par exemple, à l'adaptation par des auteurs de bande dessinée eux-mêmes, comme Marjane Satrapi, Vincent Paronneau dans Persepolis. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que l'on retient ou ce que l'on ne retient pas du produit original. Ensuite, la différence dans la façon d'ordonner des cases sur une page et de dérouler des images sur les écrans. Donc ça peut être intéressant. Et l'évolution des dessins fixes en photographie, quand parfois on adapte un film en bande dessinée. C'est le cas par exemple de Valse avec Bachir, le film d'Harry Folman, qui a été mis en place. Enfin, le film a été créé et la bande dessinée a été créée a posteriori après le film. Et bien sûr, la présence du son. La présence du son au cinéma. Alors que pour la bande dessinée, on utilise d'autres éléments. Alors, pour illustrer voilà, les difficultés justement de l'adaptation, je voulais vous montrer juste ce petit extrait de ce qu'on appelle un motion comics, et qui montre toutes les difficultés si on veut adapter stricto sensu une bande dessinée au cinéma. Alors ça, c'est ce qui accompagne les grands blockbusters américains. Donc il y a tout un marketing qui se développe. Et à travers ce marketing-là, on propose ces éléments-là. Je vous laisse découvrir. Là, on essaye d'être très proche de la bande dessinée. On va rajouter des mouvements, des apparitions d'images, du son, quelques mouvements à l'arrière-plan. Donc là, il s'agit de l'adaptation de la mort de Spider-Man. Un tout petit peu plus loin pour que vous vous rendiez compte de voilà où on utilise voilà les codes de la bande dessinée. Donc là on voit bien les limites aussi d'un tel procédé. Oh God. Have I mentioned how much this hurts? Because if I haven't, donc si on coupe le son, ça ne permet pas de revenir à l'expérience d'une lecture classique d'une bande dessinée. Et en même temps, on est loin du dessin animé. L'autre perspective que l'on peut essayer d'évoquer par rapport à ces éléments-là, c'est aussi la question qui se pose en bande dessinée de la lecture de la simultanéité d'une action. C'est-à-dire que la bande dessinée, la lecture d'une bande dessinée s'appréhende d'abord sur une planche entière. Et ensuite, on rentre parfois voilà, on va d'une case à l'autre. Donc, on a une vision d'abord globale, et c'est ce que Mackay expliquait, hein, de la planche de bande dessinée. Et alors qu'au cinéma, voilà, on a des tentatives d'adaptation qui vont essayer de reprendre ça et qui sont parfois le fruit d'un échec. En tout cas, le public a du mal à se ranger à ce mode de fonctionnement quand il s'agit du cinéma. Je pense notamment, voilà, pour vous proposer un exemple, au film de Ang Lee, de Hulk, où il va utiliser le split screen pour essayer de respecter en même temps cette idée de la réappropriation des techniques de la BD par le cinéma, parce qu'il s'agit effectivement de l'adaptation d'un comics ici. Donc ça, c'est une piste qui invite à essayer de reproduire une planche de BD à l'écran. Les spectateurs ont un peu rejeté, le film n'a pas très bien marché, et du coup il y a une forme de rejet de la convergence ici dans ce cas-là. Ensuite, dans les pistes que l'on pourrait évoquer, dans les emprunts et les circulations entre les bandes dessinées et le cinéma, il y a un cas, donc Philippe Lombard l'explique dans un essai qui s'appelle Tintin, Hergé, le cinéma. Et là, donc je peux aborder simplement quelques pistes qui sont d'évoquer pourquoi c'est si difficile d'adapter Tintin au cinéma.
en prise de vue réelle, par exemple. Et pourquoi c'est les dessins animés qui fonctionnent le mieux. Comment on peut instruire ou impliquer son imaginaire pour recréer, par exemple, de lecteurs, et comment nous, lecteurs, on entend la voix de Tintin. Donc les liens entre Tintin et le cinéma sont multiples. Alors il y a effectivement, je vous montre quelques cases des planches de Tintin où on le voit effectivement, on voit des images de cinéma. Et puis il y a des inspirations réciproques qui s'opèrent, notamment par exemple Hergé, pour constituer l'île Noire en 1938, s'est inspiré, je vous ai mis quelques photogrammes du film d'Alfred Hitchcock, Les 39 marches, où vous voyez des correspondances assez étroites, et c'est presque des calques des images du film d'Hitchcock. Il faut dire que Hergé était cinéphile et adorait le travail d'Hitchcock. Donc effectivement, je vous montre différents types d'adaptations, de la prise de vue réelle à de l'image 3D, et puis des adaptations qui sont dans l'univers de Tintin, mais qui sont éloignées des albums que l'on connaît. Donc on recrée Tintin et la Toison d'Or, par exemple, ici, ou Tintin et les Oranges Bleues, par exemple. Donc ça, ce sont des pistes qui sont assez intéressantes. Et puis... Du coup, en fait, je crois on distingue aussi beaucoup le personnage lui-même de Tintin, qui est très particulier en bande dessinée, et l'univers de Tintin, et je crois que c'est ce que tu voulais davantage évoquer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, Tintin, ce qui fait l'intérêt de Tintin, c'est que le personnage en lui-même, c'est une coquille vide. Et en fait, c'est tout ce qui gravite autour qui va aussi nourrir un univers. Et par exemple, Denis Podalides, qui est féru de Tintin, va exploiter, Bruno Podalides, pardon, va exploiter dans ses films pratiquement une esthétique de la ligne claire et va faire des citations de Tintin de façon très, très importante dans la plupart de ses films. On peut voir là le tableau du Chevalier de Haddock, là la fusée du Objectif Lune, et parfois des décors qui sont recréés s'inspirant de cases complètes des vignettes de Tintin. Donc, dans une autre perspective, tu me dis, Yvan, pour le temps? Non, pour l'instant, on déborde gentiment, mais raisonnablement. Voilà, donc là, tu voulais nous évoquer quelques pistes qui peuvent, entre autres, servir aux enseignants, parce qu'il y a des éléments de culture à travers le lien entre trois cinéastes et le dessin, et en particulier la bande dessinée, dont un qui peut surprendre peut-être, le premier que tu cites ici, qui est Godard. Oui, alors effectivement, trois pistes, trois itinéraires d'artistes qui peuvent être exploités avec des élèves pour approfondir un peu la filmographie de ces réalisateurs-là. Donc j'ai choisi Godard, Alain Resnais et Enki Bilal. Et donc, pour montrer le rapport qu'ils tissent entre, pour Godard, la mise en scène et la bande dessinée. Vous avez ici, par exemple, une citation d'une bande dessinée qui est carrément inclue dans une scène de Pierrot le Fou, où vous voyez Belmondo qui lit Les Pieds nickelés. Et puis, vous avez tout un tas de convergences qui s'opèrent, notamment dans les premiers engagements de Godard. Par exemple, Alphaville, une étrange aventure de Lémi Cochon en 1965, s'est inspiré de Hardball Detective, mais plus avant, c'est imprégné Godard est imprégné de bande dessinée et du coup va créer dans un ouvrage qui vient de sortir là, que vous pouvez trouver en librairie, il est sorti là juste en ce moment, qui s'appelle Contrebande Godard, où on montre en fait toutes les relations entre le roman photo, la bande dessinée et les images que Godard nourrit en tout cas entretient dans son cinéma. Et vous avez des documents assez époustouflants, dont par exemple ce petit document d'annonce du film Alphaville, où on explique, et il y a une petite référence d'ailleurs à Dick Tracy qui apparaît ici dans un coin de l'image. On parlait du son tout à l'heure, donc là c'est une expérience aussi sur le son du dessin qui vient s'inscrire dans le cinéma. C'est ça, c'est-à-dire que donc là moi j'ai essayé pour gagner du temps privilégier des photogrammes. Donc là
on a effectivement dans Made in USA l'utilisation d'images de bandes dessinées un peu reconceptualisées comme moyen de ponctuation graphique. Et puis on a un travail sur le cadrage. Et en fait, Godard, ce qu'il cherchait à faire ici, c'est selon ces termes, c'est de passer à l'intérieur de l'image dans le but de compliquer les systèmes de représentation visuelle et parfois de rompre les codes du champ contre champ ou de la règle des 180 degrés. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Et là, par exemple, voilà, on a l'actrice qui sort et puis elle se fait assommer et on a l'utilisation d'onomatopées de bande dessinée qui s'insère. Et puis là, on a voilà, effectivement dans un rapport au dessin aussi qui est mis en place et qui recompose un style visuel très proche du cadrage d'une bande dessinée et qui rompt certains codes du cinéma. Là encore, voilà, l'inscription de certaines formes d'onomatopée ou d'interrogation qui s'inscrit dans l'œuvre de Godard. Et donc en source d'inspiration, Godard s'est inspiré effectivement de Will Eisner, d'une planche du Spirit, pour la mise en scène de la séquence que je vous ai montrée, où effectivement on a le Spirit ici. Donc c'est des codes très propres à la bande dessinée qui s'appliqueraient difficilement du coup au cinéma, en tout cas dans les conventions canoniques. Et on a ici par exemple le personnage qui s'adresse directement ici au lecteur. D'autres ponts, d'autres passerelles que l'on peut tisser par rapport à la citation de la BD chez Godard, et notamment dans sa réflexion autour du film La Chinoise. Godard utilise des images de BD qui ne sont pas ici un simple collage esthétique, et il utilise des images qui sont des icônes et des symboles de l'idéologie impérialisme pour critiquer. Donc il y a une tension sous-jacente, il s'inspire effectivement de la culture pop art. Et là, il faut le tigre impérialiste. Et à un moment donné, il utilise des images de héros de bande dessinée américaine extrêmement connus, comme Batman, comme le Sergent Fury ou Captain America, avec des sons de mitraillettes, et du coup qui viennent interférer dans ces images. Donc il y a effectivement ce rapport à la bande dessinée qui est ici inséré comme un signe, une icône et un symbole visuel de l'idéologie impérialiste. Dans cette même perspective, dans sa mise en scène, il utilise aussi cette logique de l'association du texte et de l'image, où, par exemple, dans des plans, il insère carrément sur les murs, ici, ce qu'on pourrait souligner comme presque des bandeaux de bande dessinée, en fait. Et puis, donc, il poursuit sa réflexion autour de l'image et de la bande dessinée dans Tout va bien, où là, effectivement, il crée ici, avec les séparations des pièces, un certain nombre de cases qui rappellent la planche de bande dessinée, et par des mouvements subtils de caméra et de son, il fait intervenir ces acteurs de manière différente pour rythmer la scène. Donc parfois, dans le coin gauche, les acteurs vont s'arrêter pour que notre concentration se fixe sur une des séquences, une des scènes, et ainsi de suite. Dans ces rapports de parcours artistique et itinéraire d'artiste, il y a aussi effectivement Alain Resnais, qui est un cinéaste très inspiré par le dessin. Et d'ailleurs, Alain Resnais est un amateur de bande dessinée, et il a même écrit sur la bande dessinée. Il a fait partie d'un groupe de recherche sur les études et les cultures graphiques. Il a notamment publié sur Dick Tracy. Et il a fait un article et il est très fan de Mandrake, le magicien, qui inspire et nourrit abondamment son travail. Il a même été pressenti pour un moment donné à adapter Dick Tracy au cinéma, mais ça a été un échec. La bande dessinée, elle intervient chez Resnais dans I Want to Go Home, où l'histoire, le récit met en scène un dessinateur de bande dessinée. Vous voyez l'affiche qui reprend un certain nombre de codes, et où on a effectivement l'usage de codes de la bande dessinée qui sont insérés à l'écran. Et on voit même apparaître Depardieu en Popeye à un moment dans le film.
Je te laisse juste respirer un tout petit peu. Ouais. Voilà, et c'était pour introduire ces images. Et on a aussi effectivement tout l'univers et le monde du cinéma en particulier. C'est juste pour s'entraîner un petit peu pour ceux à qui ça évoque des images. Quand on dit Rennais, on pense en particulier aux affiches de films et du coup un certain nombre de films où les liens sont assez évidents avec l'univers et l'atmosphère de la bande dessinée. Donc là, effectivement, on est sur un principe de la ligne claire et pour les affiches de ces films, Rennais va souvent utiliser le talent de certains dessinateurs, par exemple Flock ou Blutch. Donc je vous montre quelques exemples. Donc là, il y a le Smoking No Smoking, Pas sur la bouche où on connaît la chanson. Donc vous voyez la présence du dessin. Donc là, on est sur la ligne claire. Oui, et puis donc la collaboration la plus récente, c'est à partir avec Blutch. Donc là, vous avez dans les derniers films de Rennais, Aimer, boire et chanter, vous n'avez encore rien vu, mais surtout, je voudrais m'arrêter sur cette réalisation qui est assez graphique, du coup, sur Les Herbes Folles, donc avec Blutch, où vous avez le dessin préparatoire et les différents travaux jusqu'à la mise en place de l'affiche finale. Donc c'est assez intéressant dans son parcours de voir toutes ces circulations qui existent entre bande dessinée et cinéma et qui permet de nourrir un parcours artistique. Donc avec les élèves, on peut à la fois travailler sur ces films et montrer aussi que dans toute la mémoire du monde, par exemple, quand il a filmé les Archives nationales, il a filmé des fonds de bande dessinée, notamment, qui sont présentes dans son travail, donc dès 1956. Voilà, et tu nous évoques un dernier cinéaste auquel on pense un peu systématiquement quand on parle de dessin, de bande dessinée et de cinéma, puisqu'il est à la fois effectivement dessinateur et réalisateur. Et bien d'autres choses. Voilà, donc là aussi, dans ce parcours artistique de Bilal, c'est assez intéressant de relier en fait son travail au cinéma, à la bande dessinée, au dessin. Bilal a beaucoup travaillé sur l'hybridation des images, à partir de photos aussi également. Et pour la petite anecdote, en fait, Bilal a été, quand il était petit, dessiné sur les trottoirs de Belgrade, à la craie. Dessiner des cow-boys et des Indiens qu'il voyait dans les films de cinéma qui diffusaient dans le cinéma du quartier. Il allait les voir avec sa grand-mère, donc il était fasciné par ce cinéma-là. Et il a été repéré par un producteur qui lui a demandé de jouer dans un film, un petit garçon qui dessine à la craie. Et donc ce film s'appelle Les couleurs de l'asphalte. Et après, tout le travail de Bilal a été nourri par le cinéma. La personne que vous voyez ici, et la présence de la craie aussi. Et la présence de la craie. Effectivement, Gilles Bioscope, ici, qui est un des personnages principaux de la trilogie Nicopol, c'est notamment qui apparaît dans l'album La Femme Piège. Elle a une couleur de peau blanche crayeuse qui rappelle ces éléments-là. Et Gilles Bioscope, ça veut dire Gilles Cinéma. Donc c'est déjà quelque chose qui le hante. Il va travailler notamment, pour ça que je ne vous l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y a un pont effectivement avec Rennais, sur les décors de La vie est un roman. Donc sur des plaques de verre, on le voit ici au travail, dans la réalisation de ces décors. Il va notamment faire aussi des affiches, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mise tout à l'heure aussi, de films de Rennais, donc La vie est un roman et Mon oncle d'Amérique. Et puis, il va s'atteler, alors avec un univers très science-fiction, à la réalisation. Donc ça, ce sont ses deux premiers films, Bunker Palace Hotel et Tico Moon, qui ne sont pas des adaptations de ses bandes dessinées. Il va proposer lui-même la propre adaptation de la trilogie Nicopol dans Immortel Ad Vitam, donc avec des images de synthèse. Il attendait que la technologie soit développée pour pouvoir le faire. Donc là, on voit par exemple la recréation de son univers dans le cinéma. Il va participer notamment aussi à la composition d'affiches pour des festivals. Donc là, je vous en ai mis 2 exemples. Et puis surtout, donc le dernier projet qu'il met en place, qui concerne l'adaptation de sa BD Animals, où il va mettre un peu comme dans le Macadam Popcorn de Mathieu Sapin, un mélange de dessin et de prise de vue réelle dans son travail graphique et cinématographique pour le coup. Donc ça, ce sont quelques pistes qui peuvent être évoquées. Voilà, donc on va aborder une dernière partie qui va te permettre de parler de ton travail et du fait qu'il est aussi très lié au dessin. Alors, Enki Bilal nous sert aussi de transition parce qu'il a ce personnage de Nicopol, il est une espèce de transposition particulière de Bilal lui-même. Et c'est toujours difficile pour
pour quelqu'un qui se place d'abord en tant que chercheur et en tant qu'enseignant, c'est-à-dire qui prend du recul, que d'arriver à parler de son propre travail. Donc du coup, je vais essayer de te permettre de le faire plus naturellement. Alors, dans ton travail de réalisation dès l'origine, ce qu'on voit ici, donc sur ton premier film, Bulle d'exil, que tu as co-réalisé avec Antoine Chausson, pardon. Et donc tu travaillais déjà, tu parlais en fait de l'univers de la bande dessinée. Et donc là, tu veux nous évoquer cette question du fait de filmer ou de parvenir à saisir le geste dessiné, ce qui sera prolongé d'ailleurs tout à l'heure par cette question de filmer le geste créatif ou le geste en train de réaliser quelque chose de plastique ou de quelque chose sur un support. Effectivement, alors dans Bulle d'exil, donc non seulement le travail consistait à interroger des auteurs de bande dessinée qui avaient un lien très étroit avec la question de l'immigration, de l'exil, on en parlait tout à l'heure. Et l'idée, c'était de trouver une sorte de chemin de fer qui fasse le lien entre toutes ces interviews. Et on avait évoqué avec Antoine et un artiste qui s'appelle Eddie Vaccaro, dessinateur de BD, de créer une sorte de chemin, voilà, de petits mouvements, en fait, d'histoire d'un petit personnage qui va prendre le train et qui va vivre voilà, une forme d'itinérance comme ça, et qui nous permettra, à travers les rencontres qu'il va faire, de basculer dans les univers dessinés de différents auteurs. Là, par exemple, ici, ce sont 2 images fixes. Alors, ce sont des images fixes qui sont sonorisées. Du coup, ce ne sont pas des images animées. Donc, on voulait respecter un peu cette idée de l'image fixe de la bande dessinée. Et là, par exemple, ces images, elles font notamment la transition. Donc, je pourrais vous montrer un extrait, mais on n'aura pas le temps. Je préfère réserver 2 autres extraits. Elles font référence à l'interview d'avant, qui est celui d'Aurélia Horita, qui a dessiné une bande dessinée qui s'appelle « Je ne verrai pas Okinawa ». Donc, on s'est fait un petit peu plaisir en mettant voilà, un lien avec le travail d'Aurélia Horita. Et en fait, aussi, c'est une petite anecdote, c'était que le jour du tournage avec Aurélia, on était parti prendre le métro avec Antoine, et en fait, il y avait une affiche sur Okinawa dans le métro, donc du coup, c'est une petite dédicace. Et de faire le lien avec le personnage suivant, qui était Ali Mahmoudi, qui est un dessinateur d'origine algérienne, et qui avait mis en scène un petit personnage qui s'appelait Arabico. Donc là, du coup, pardon, je coupe, mais donc ces images-là, en fait, permettaient de travailler sur la narration cinématographique pour lier des images du réel, qui étaient un certain nombre de dessinateurs, dont les univers dessinés sont très différents, même s'ils avaient tous un lien avec le thème général du film, qui était la question de la migration. C'est ça. Je peux montrer le petit extrait, si vous voulez, rapidement, si je le retrouve là tout de suite. Toc, toc. Alors, il est où le pull? Et donc, voilà. dans les dessinateurs visités, on retrouve d'ailleurs Enki Bilal. Oui, notamment Enki Bilal, qui est en fait un migrant d'un pays qui n'existe plus, puisque la Yougoslavie a explosé. Je ne verrai pas Okinawa, c'est l'histoire parce que l'extrait est un petit peu long, donc il y a Aurélia Horita qui explique son travail. Et voilà, je mets la transition pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, là on passe sur la planche d'Arabico. Arabico est né dans un train en fait vers Angoulême. J'avais quelques projets. C'est vrai que ça me poursuivait. Je m'étais dit, je voyais ce garçon déjà. Je savais quoi raconter exactement. Et j'ai écrit vite fait un petit truc dans le train qui s'appelait Cher pays de mon enfance. Ouais, ça aurait dû s'appeler comme ça au départ. Sur un petit garçon qui raconte à la première personne, voilà, je suis né en France, voilà. Et ça m'est venu tout seul. La bouille de Arabico est née comme ça d'un coup. Enfin, c'était même pas aucune recherche, quoi. Ou du moins tout était en moi. Voilà, c'est pas rien. Le lien. Hop. Et on retrouvait déjà une première approche qui est le fait d'arriver à saisir le dessin en train de se réaliser
Et donc là, ça a été l'objet largement développé dans ton dernier documentaire, Les harmonies... pardon. C'est le suivant. Ouais. Là où poussent les coquelicots, pardon. Alors oui, effectivement, donc, dans Là où poussent les coquelicots, c'est un documentaire qui cherche à proposer une écriture visuelle et cinématographique du coup de la Première Guerre mondiale, mais vue par des auteurs de bande dessinée. Et donc, dans cette optique-là, j'ai cherché un certain nombre d'éléments qui pouvaient intervenir en lien avec la bande dessinée. Donc, par exemple, filmer le geste créatif, le dessin qui se fait, et montrer les convergences qu'il pouvait y avoir. Utiliser la bande dessinée comme un moyen narratif dans mon film. Je vous montrerai un extrait. Et tout ça inspiré par effectivement des productions qui existaient déjà, notamment on pense forcément au film de Clouzot, Le Mystère Picasso, sur l'acte de création. Donc je vous montre juste un moment de création de Là où poussent les coquelicots, qui est en fait le travail d'un dessinateur, donc filmé donc le dessin de la feuille blanche. C'est la première fois en 18 ans que je redessine un personnage de la mort blanche. Le dessinateur, c'est Charlie Adler, notamment le dessinateur qui a travaillé sur The Walking Dead. Et il a fait un album qui s'appelle La mort blanche. Et donc il recrée le personnage de la mort blanche sous l'angle de la caméra. Oui, puis dans l'extrait, il explique en plus qu'il est quasiment en train de le retrouver, parce que c'est un personnage qu'il a abandonné depuis plusieurs années. 18 ans, oui. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les dessinateurs expliquent en même temps leur travail, leur démarche au moment où ils font leur dessin. De l'encre pour mieux définir les contours que j'avais tracés au crayon, avant de passer au fusain. C'est la voice-over France 3. Car le fusain a un rendu tellement grossier qu'il me fallait quand même des contours plus ou moins précis à suivre. J'utilise un stylo roller. On dirait presque du crayon de papier, tellement la pointe est fine. Mais ça fonctionne pour ce genre de dessin. Je prends un bout de fusain. Le fusain rend bien quand on veut mettre la texture en valeur et quand on veut vraiment accentuer les contrastes. J'espère que ça permet de cerner l'atmosphère, d'évoquer ce que les soldats pouvaient ressentir au beau milieu de cette guerre épouvantable. L'avantage de la technique au fusain, c'est qu'elle est très rapide. Et pour finir, la craie. Si tu veux dessiner la neige, la craie ressort super bien sur le fusain. Dans l'album, la neige est presque un personnage à part entière, parce qu'on a utilisé du fusain sur du papier gris pour les silhouettes, les arrière-plans, les bâtiments, pour tout en fait. Le seul élément blanc, c'est la neige. Et voilà, un personnage de la mort blanche que je n'avais pas vu depuis 18 ans. Voilà, donc juste sur l'allusion de Vincent à la voice-over, donc ça c'est des contraintes de production, puisqu'il y a eu une version pour France 3 qui était largement diffusée d'ailleurs, avec donc France 3 a imposé donc une voix pour les traductions, et ça heurte un petit peu le travail de réalisation qu'on a senti un petit peu là, parce qu'on voit qu'il y a le désir d'appréhender toutes les dimensions que tu connais, que tu recherches dans le dessin. On voit la matière, puisqu'ici il évoque le papier, les papiers sur lesquels il a travaillé, le fusain, la craie, et on entend le fusain, et il y a tout un travail dans ce film de recherche aussi des sonorités qui correspondent
à ce qui est évoqué ou parfois à ce qu'on voit à l'image. Et ça, c'est un élément important dans cette recherche de ce que peut être le dessin et de la façon dont tu veux arriver à en faire un outil en fait, de cinéma. C'est ça, et il y a cette idée aussi dans cet extrait, on peut peut-être un peu le sentir, de montrer la matérialité aussi de l'image. C'est-à-dire de montrer l'épaisseur du fusain, la craie, enfin, comment trouver cette dimension que souvent on n'a pas d'ailleurs quand on lit une bande dessinée, puisqu'on n'a pas accès, on a accès que à l'album reproduit, pas à la planche originale. Donc moi, dans mon travail, quand je filme la bande dessinée ou le geste créatif, je recherche toujours d'être au plus près soit du dessin qui se crée, soit d'une planche originale, qui montre aussi parfois effectivement du blanc qu'on a rajouté, qu'on a des repentirs, des choses comme ça. Donc toujours essayer d'être au plus près de l'image et de sa matérialité. Voilà. Alors dans la matérialité ou la dématérialité de l'image, je fais une allusion à ce dont tu as parlé en tout début quand tu parlais de McKay, et tu as montré une planche en fait, où il parle du rêve. Et il y a effectivement dans ta recherche de cinéaste, à la fois sur le travail sur Là où poussent les coquelicots, qui est un travail aussi sur les mémoires qu'on peut avoir de la Première Guerre mondiale, et on est beaucoup à avoir des mémoires de la Première Guerre mondiale qui ne sont pas des images de la Première Guerre mondiale, mais plutôt des images dessinées, entre autres, donc des refabrications bien après. Donc c'était une de tes explorations. Et puis il y a une autre dimension qui est une dimension onirique, à laquelle tu es particulièrement sensible et sur laquelle tu travailles là sur les prochains projets. Oui, alors ça, c'est ce que Mathieu a évoqué un petit peu ce matin, c'est d'aller rechercher la musique du dessin. Et ce rapport à ce que Edmond Baudouin, un dessinateur de bande dessinée, aime beaucoup, explique, c'est que quand on fait un point, c'est un son, quand on fait un trait, il y a quelque chose qui se joue. Donc essayer de trouver un rythme et une ambiance sonore qui puisse accompagner ça. Et donc dans Les Harmonies Invisibles, donc le film qui est en préparation, en fait c'est un film qui concerne le monde inuit. Et donc je raconte dans ce film l'histoire de mon frère qui est plongeur apnéiste, qui plonge en apnée sous la glace, qui invite des enfants d'un village de Qikitarjuaq à plonger, il initie les enfants à plonger sous la glace avec lui. Et donc il a une sorte de communication qui se crée avec ces enfants qui ont encore une forme d'harmonie en fait avec la nature. Ils ressentent des choses ou des éléments que nous on a perdu un peu. Et je reste sur le nous, excuse-moi, je te coupe, mais parce que c'est intéressant dans ta présentation, c'est que tu parles effectivement d'une base importante de l'objet, mais il y a aussi une histoire qui est une histoire propre aux deux réalisateurs, qui sont donc Vincent Marie et son frère Laurent, qui est plongeur. Et il y a quelque chose qui est lié, donc on parlait de l'onirisme, tu as parlé des enfants inuits, mais il y a quelque chose qui est lié aussi à vous et à votre histoire. Et du coup, pour toi, un des médias possibles, c'est le dessin. Et donc du coup, on se retrouve avec mon frère effectivement dans ce projet-là, lui sur la partie un peu exploration sous-marine, et moi j'interviens dans une partie graphique où en fait dans nos recherches, on a trouvé en fait un vieux conte inuit qui fait mention d'un petit orphelin aveugle qui, guidé par un oiseau polaire, va être amené à plonger en apnée sous la glace, et à fur et à mesure qu'il remonte de ses apnées, plus il reste longtemps et il va finir par retrouver la vue. Donc un peu comme l'histoire de mon frère. Et du coup, en réfléchissant sur la façon dont les Inuits appréhendent et perçoivent le monde, c'est une culture de l'oralité et une culture graphique. Parce que l'écriture inuite a été amenée par les protestants au XIXe siècle. Et donc, ils avaient déjà une pensée visuelle et graphique. Et donc, on a mis en place une collaboration avec un dessinateur inuit qui nous permet de créer en fait le lien entre les plongées de mon frère et l'histoire de ce conte, et qui nous amène des prises de vue réelles au dessin, et parfois des superpositions du dessin sur les prises de vue réelles. Donc il y a toute une articulation qui va se jouer entre mon expérience graphique et mon travail graphique sur mes recherches, et la collaboration artistique des Inuits et le projet de mon frère. Donc du coup, il y a tout ça qui crée une forme de mouvement général et qui nous amène dans un monde un peu effectivement poétique, quoi. Alors, je ne sais pas si tu as pris ouais. Tu as fait quelques images. Alors, en fait, j'ai juste une image. Là, je peux vous montrer ça tout de suite. J'ai juste... pardon, le PowerPoint est là. Non, parce que tu parlais de recherche graphique. Dans la recherche graphique, Vincent a une recherche graphique dans le dessin aussi. Et il y a des correspondances très, très étranges entre les dessins qu'on voit ici
C'est Andrew Capic, ça. Ouais, c'est Andrew Capic, c'est en fait l'artiste qui va travailler avec nous. Voilà, entre les dessins par exemple d'Andrew Capic et des dessins que réalise Vincent aussi, qui sont une traduction en fait de toute la dimension de l'imaginaire que tu cherches à traduire dans ton film, et comment votre imaginaire d'enfant, de frères, autour de la plongée en apnée et du monde arctique, rejoint en fait toute une spiritualité des Inuits. C'est ça. Et dans cette réflexion-là, là, je voudrais quand même vous montrer, si on a un peu de temps, juste pour ce petit extrait, dans nos recherches un peu sur l'aspect graphique du dessin, il y a un réalisateur qui a fait un travail assez exceptionnel, qui s'inspire d'ailleurs un peu d'Edmond Baudouin, qui s'appelle Sébastien Lodenbach, et qui a créé dans Une jeune fille sans main, je vais vous montrer la bande-annonce, ce qu'il appelle un dessin infini. C'est un dessin qui n'est pas fini, et en fait qui permet au spectateur de reconstruire dans l'imaginaire en fait le dessin. Donc vous allez voir des esquisses en fait avec des touches de couleurs, et c'est extrêmement poétique et beau, et c'est une de mes sources d'inspiration sur ce projet-là. Donc je vous montre juste qui rejoint un certain nombre de tes univers, parce que Sébastien Lodenbach travaille aussi beaucoup sur la matière sonore et la matière qu'il utilise. N'aie pas peur, je ne veux que ton bien. Tu es tel que je t'ai toujours rêvé. Toi qui parles à la rivière, sois la bienvenue. Ce château est ton château. Si tu veux des mains, je t'offrirai des mains. Ne t'en fais pas, je reviendrai vite. Et victorieux. Ça fait maintenant des mois que mon prince est parti. Cet enfant sera son portrait. Partez vite. Où sont ma femme et mon fils? Va préparer mon cheval. Je les retrouverai. Ici, personne ne nous trouvera. Je t'ai cherché partout. Alors on va laisser Vincent conclure pour avoir le temps que vous puissiez réagir, lui poser des questions. Alors, tu vas nous évoquer quelques pistes pédagogiques. Alors, il y en a une, entre autres, parce qu'autour de ton projet sur les harmonies invisibles, il se trouve qu'en ce moment, il y a un travail de résidence dans ton établissement, où en fait, tu explores un petit peu des pistes liées à ce travail graphique, justement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Baudouin, quand il cherche la musique du dessin, c'est la musique d'un trait, c'est la recherche de l'épure, en fait. Et c'est dans cette voie-là qu'on essaye de travailler en ce moment sur la partie graphique et animée avec Andrew Capic et puis Estelle Brun qui travaille Baudouin, avec lequel tu as déjà travaillé, voilà, qui a lui-même travaillé au Canada et qui sera peut-être dans le projet. Qui est en lien avec le Canada, et qui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, on parlait d'Aurel avec Clandestino, mais il y a un bouquin de Baudouin qui va sortir là en avril, je crois, qu'il a coécrit avec Troops, qui s'appelle Humain, et c'est sur la question de l'exil et de l'immigration, qui va être, à mon avis, un moment fort de l'histoire de la bande dessinée, à la Baudouin de toute façon, parce que c'est un grand artiste. Et du coup, j'avais été subjugué par le travail de Sébastien Lodenbach dans Une jeune fille sans main. Je trouve les dessins assez magnifiques, et tout en suggestion, tout en épure, et en même temps d'une force émotionnelle extrêmement grande, quoi. Donc voilà, donc ça c'était... Je vous invite à découvrir ces petits carnets. Il a des petits carnets du quotidien, Vincent Lodenbach, qui sont disponibles sur un site, sur son site. Donc vous tapez Sébastien Lodenbach, et vous le trouvez. Je te laisse conclure. Oui, alors pour conclure, du coup, c'était effectivement à grands traits, parce que j'avais très peu de temps, donc je voulais juste lancer quelques pistes de réflexion. Et pour vous dire que moi-même, dans mes cours de cinéma, j'utilise avec les élèves, on travaille sur l'adaptation de bande dessinée, par exemple. Et là, on a eu l'idée cette année, alors je ne peux pas vous montrer d'image de ce film, puisque c'est un film qui est produit pour le baccalauréat de cette année, donc l'examen n'est pas passé. Mais en fait, qui consistait à l'adaptation d'une bande dessinée de Richard McGuire, qui était un Grand Prix d'Angoulême il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Ici,
qui est une bande dessinée assez fantastique. En fait, c'est l'histoire d'un lieu à travers l'histoire de l'humanité. Et donc parfois, dans les planches de la bande dessinée, on a plusieurs cases qui montrent le lieu à différents moments. Et donc on a eu l'idée avec les élèves de choisir 3 moments du XXe siècle. C'est peut-être pas mal de monter. Il faudrait peut-être que tu mettes une image quand même pour que. Ouais, j'en ai pas là. Pas. Non. Donc 3 moments du XXe siècle avec un dispositif identique, c'est-à-dire la caméra sur pied fixe, donc elle bouge pas. Donc c'est simplement le décor qui change. Et après, pour reconstituer la poésie des lieux, du coup, on crée un split screen avec aussi des filtres de couleurs qui s'associent à chacun des moments, des 3 moments, 3 temporalités. Et du coup, on réfléchit à ce que c'est que l'adaptation d'une bande dessinée, le lien entre l'image fixe, l'image en mouvement, la recomposition de l'écran, etc., du procédé intellectuel en amont jusqu'au montage, en fait, où on a découpé en split screen. Et puis, il y a d'autres adaptations qu'on a réalisées, notamment, donc ça, c'est une piste qui était assez intéressante. On avait fait un film qui avait été plutôt réussi. C'était, je ne sais pas si vous connaissez ce dessinateur qui est dans Bulle d'Exil aussi, que j'avais interviewé et rencontré. C'est un dessinateur australien qui s'appelle Sean Tan, qui a fait une bande dessinée en fait muette. Il n'y a pas un seul mot de texte, donc une portée universelle incroyable, qui s'appelle Là où vont nos pères. C'est l'histoire d'un migrant. C'est très onirique et très puissant. Et du coup, on avait adapté en prise de vue réelle son travail, avec justement des décalages entre la bande dessinée, parce qu'on n'avait pas les moyens de recréer certains univers complètement oniriques. Donc du coup, on a retravaillé sur ces éléments-là, sur l'ellipse aussi, qu'on a utilisé dans le cinéma, qui n'est pas tout à fait la même, par exemple, dans la bande dessinée. Pour montrer le temps qui passe, par exemple, Sean Tan avait utilisé une double planche avec une fleur qui se fane petit à petit. Donc c'était un peu compliqué pour nous de le mettre en place avec le temps imparti. Donc du coup, nous, on a par exemple utilisé une des ellipses les plus connues de l'histoire du cinéma de Kubrick, sur 2001, où en fait il y a des personnages qui sont en hiver bien couverts, qui jouent, qui lancent un ballon, et au moment où le ballon atterrit, c'est l'été, ils sont en t-shirt, etc. Donc voilà, c'est des petites réflexions qu'on aborde aussi en classe, par exemple, qui seront tout à fait possibles, avec des perspectives de lien entre tous les parcours que j'ai présentés à grands traits là, tout à l'heure. Voilà. On est désolé, on a été un peu grave, alors que c'est pas trop nos habitudes, mais en fait on a été très serré par le temps. Officiellement, on aurait 2 minutes d'échange, mais je pense qu'on va pouvoir s'accorder un tout petit peu plus. On va pouvoir s'accorder un tout petit peu plus quand même. Vous pouvez peut-être remercier Vincent, c'est pas mal.